la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique, Sao Tomé et Principe, et tous ces pays-là. Et il a démontré, le chercheur, le sociologue, l'historien allemand a démontré dans ses travaux de recherche que, en effet, dans ces sociétés précoloniales, dans ces sociétés non esclavagistes, il existait des minorités sexuelles en Afrique. Et là, maintenant, on va par exemple aller au niveau des rites. On va parler des rites de Tso. Les rites de Tso qu'on retrouve chez les Bétis, traditionnellement en français, les Bétis, Be qui veut dire les, et Ti veut dire seigneur. Bétis, seigneurs sont les peuples de la forêt, les seigneurs de la forêt. Et ici, ils ont les rites, comme exemple le Tso qui consistait à passer de l'âge adulte, de passer de l'âge juvénile à l'âge adulte pour devenir guerrier dans les sociétés et camps. Et ce rite-là se passait dans la forêt sacrée. Et lorsque ce rite-là se passait dans la forêt sacrée, c'était les guerriers, parce qu'il faut dire ici que l'Afrique, avant l'arrivée des colons, avant l'arrivée des missionnaires, l'Afrique ici, l'Afrique était beaucoup plus une société, c'était une société, c'était des royaumes, au fait. C'était des royaumes, c'était pas des sociétés organisées à la façon occidentale telle que nous voyons aujourd'hui. Ce qui voudrait dire qu'il y avait des guerriers, des chevaliers, et lorsque ces guerriers-là, lorsqu'il fallait passer de l'âge du juvénile à être guerrier à la cour du roi, il fallait passer par des rites d'initiation. Par exemple, chez ces peuples, chez les Écans, il fallait passer par ces rites d'initiation. Et ces rites d'initiation, lorsqu'ils allaient dans la forêt sacrée, en effet, les guerriers couchaient généralement avec le jeune homme qui avait l'air plus, je peux dire, qui montrait un physique atypique, je vais dire un physique un peu féminin. C'était une manière de, c'était une manière de transmettre la puissance. C'était une manière de transmettre le pouvoir, au fait. Et ces rites duraient pendant des semaines en forêt. Et après ces rites-là, on voyait par là aussi des actes homosexuels qui se passaient. Donc, euh, c'était des actes où c'était une sorte de transmission du pouvoir, en fait. On le verra aussi dans la Grèce antique, dans les histoires de la Grèce antique, où on a vu où les gens transmettaient le pouvoir par, par le maître transmettait le pouvoir à son disciple ou bien à son élève par les actes homosexuels. On parlera par exemple de l'histoire de Socrate et Platon et Socrate. On a vu comment est-ce que cela se déroulait. Ça, c'est de un. On a vu par exemple aussi les rites de Movungu. Qu'est-ce que les rites de Movungu? Les rites de Movungu, chez les peuples Beti ou Ekan ou Parents, comme certains les ont appelés, chez ces peuples-là, par exemple, chez ces peuples-là, on trouvait, par exemple, euh, des femmes qui avaient le physique atypique, le physique d'homme. Et ces femmes, généralement, elles servaient dans le village. Leur rôle était dans ces villages-là. Elles préparaient les jeunes filles au mariage. Les jeunes filles au mariage, comment préparer? Elles préparaient les jeunes filles, comment elles vont servir leur mari pendant le mariage, comment elles vont servir leur mari sexuellement. Et il faut comprendre aussi que l'acte sexuel dans ces sociétés, c'était pas un acte banal, c'était un acte vraiment, c'était tout un rituel. Donc, et ces dames qui avaient des physiques atypiques, physiques masculins atypiques, ces dames aînées-là, elles, elles avaient des rapports sexuels avec des jeunes filles jusqu'à atteindre l'orgasme. Et c'est après, elles disaient aux parents, aux personnes que non, maintenant, après ces actes sexuels-là, la jeune fille est maintenant prête pour le mariage. On voit aussi dans ces sociétés-là, on va aussi voir dans ces sociétés bêtises où on va relever le Dzemnam. Le Dzemnam ici, c'est la personne aux esprits. On appelle chez les autochtones, on parle de personnes bispirituelles, mais chez les Africains, on parle de personnes aux esprits. Le Dzemnam, c'était le danseur du roi. Le danseur du roi, il avait une particularité. Il était notable à la cour du roi et il avait une place importante au sein de la société parce que c'est lui qui éduquait les enfants de la cour. Parce qu'il faut rappeler ici qu'en Afrique, l'enfant n'appartient pas à la famille. L'enfant appartenait au royaume, au fait. Et donc, c'était un notable du royaume qui était chargé de transmettre l'éducation aux enfants.
Et parmi ces notables-là se trouvait cette personne qu'on appelle le Nzemnam, le danseur du roi, cette personne aux esprits, qui était censée de transmettre la connaissance culturelle, la connaissance philosophique, d'aider ces jeunes à accéder au monde des dieux, au fait. Et quelle était sa particularité? Le Nzemnam, il dansait, parfois on l'appelait Zomlor, le Zomlor, ou bien le Nzemnam. Il avait la particularité, il dansait pour les cérémonies de naissance, il dansait pour les cérémonies de mariage, il dansait pour les cérémonies de décès et il dansait pour des cérémonies spéciales. Par exemple, si dans une tribu, il y a eu beaucoup de sécheresse, on n'arrive pas, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de récolte cette année, pourquoi est-ce que, par exemple, tous les enfants du village sont malades, pourquoi est-ce que si, par exemple, les hommes n'arrivent pas à, lorsqu'ils vont en chasse, ils n'arrivent pas à rapporter du gibier. Donc, le Nzemnam, on improvisait une cérémonie et le Nzemnam, le danseur du roi, il dansait. Et cette danse-là, c'était pour magnifier le Dieu. C'est pour faire appel, ça dépendait de quelle problématique ils avaient. Parce qu'il faut dire ici, dans cette société ancestrale, ils avaient plusieurs dieux. Le dieu de la fécondité, le dieu des récoltes, le dieu de l'amour, le dieu de la guérison. Donc, ça dépendait de quel dieu il fallait prier et pour quelle supplication la personne devait faire à ces dieux-là. Et lorsqu'il dansait, il ancrait en transe. Il ancrait en transe. Il faut relever ici qu'au début de notre présentation, on a vu la musique, on a eu de la musique, parce qu'il faut dire que l'Afrique traditionnelle, sa tradition est orale. Et la danse et la musique font partie de la tradition africaine. Ce n'est pas la musique telle qu'on la voit de nos jours aujourd'hui. Ce n'est pas la musique pour pervertir, ce n'est pas la musique pour brutaliser, mais c'est la musique pour ces personnes-là. Ça servait pour parler aux dieux, ça servait pour exprimer des doléances aux dieux, des doléances en matière peut-être pour communiquer avec les dieux. C'est ça à quoi servait la danse, la musique et tous ces rites et traditions. Et maintenant, lorsque le Dzemnan, le danseur du roi, entrait en transe, il tombait en transe et il s'évanouissait. Et lorsqu'il revenait à lui, il était capable, si ils ont interpellé, par exemple, le dieu de l'amour pour comprendre pourquoi est-ce que les femmes du village n'accouchent pas. Et là, il revenait à lui, il disait, par exemple, il faut aller en forêt. Il y a une plante, par exemple, au milieu de la forêt, prendre cette plante-là, bouillir et donner à cette femme-là, en fait. C'est comme ça aussi c'est pour cela, par exemple, le peuple Ékan, c'est un peuple de la forêt, ce sont les peuples de la forêt, ils sont liés à la forêt. Donc, leur environnement, c'est la forêt. Si vous détruisez, par exemple, l'environnement, les forêts, dans certaines traditions africaines, c'est comme si vous détruisez toutes ces personnes-là, en fait, parce que leur identité culturelle est liée à la forêt, est liée à cet environnement. Donc, ça veut dire que lorsqu'il revenait à lui, il était capable de dire, si, par exemple, si quelqu'un est malade, il était capable de dire, allez prendre cette plante-là et donner à cette personne. Et lorsque cette personne revenait à lui, cette personne guérissait complètement. Cette personne était complètement guérie. Et là, on a aussi par exemple, si par exemple, il y avait l'esprit de mort, les morts qui revenaient, parce qu'ici, il faut comprendre que dans cette tradition africaine-là, il y a une communication entre les morts ne sont jamais morts. On n'a pas peur des morts chez nous. Dans ces traditions africaines, on n'a pas peur des morts. Les morts ne sont pas morts. Les morts communiquent avec les vivants. Et les morts communiquent avec les vivants à travers ces personnes aux esprits, au fait. Donc, s'il y a, par exemple, la personne a fait quelque chose de mal avant de mourir, il vient se repentir. Et la personne était à même de dire, telle personne te demande pardon. Et après, si la personne avait des problèmes, cela débloquait réellement la personne. Et, et il faut voir aussi, ça c'était le rôle du Dzemnam. Et en même temps, le Dzemnam, c'était un personnage, on l'appelait Zomlor, ou certains l'appelaient souvent le représentant de Dieu sur terre. Ça veut dire que ces personnages-là, il était redouté. Et on savait que ces personnages-là, en même temps, il n'était ni homme ni femme, parce qu'il portait des habits qui n'étaient ni homme ni femme. Il faut rappeler que dans cette société ancestrale africaine, on s'habillait à base du cache-sexe. Le cache-sexe, c'est juste la peau d'un animal qu'on mettait sur le sexe au fait. Et les femmes aussi mettaient les cache-sexe au fait. Donc, ça veut dire qu'ils avaient le torse nu au fait aussi. Donc, ça veut dire que, mais le Dzemnam, le danseur du roi, il avait une particularité. Il était revêtu de peau de panthère et de peau de panthère, de peau de lion
et dans son habillement, il incarnait vraiment cette puissance-là. Et on savait généralement que il lui partait particulièrement, il avait des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et cela était accepté. Il faut comprendre, donc, dans cette première partie, il faut comprendre que dans l'Afrique précoloniale, dans l'Afrique avant l'esclavage, dans l'Afrique, dans cette société africaine-là, les minorités sexuelles étaient acceptées, n'étaient pas condamnées. C'est important au fait parce que beaucoup de personnes sont parties de l'Afrique pour le Canada en immigrant. Ils étaient stigmatisés par leur famille sous cause de religion et tout et tout. Il faut maintenant, il est important, ce séminaire, cette capsule nous aide à comprendre, à renouer avec notre histoire. Certains, par exemple, au Cameroun, la société au niveau de l'Ouest Cameroun, on parlerait du LACAM, la société secrète, où on a aussi démontré aussi une forme d'existence d'homosexualité. Pour aussi aller, par exemple, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on va revenir avec le peuple zoulou du grand Nelson Mandela. On a vu comment l'Afrique du Sud, c'est le premier pays, premier pays au monde à avoir légalisé le mariage gay. Parce que après l'apartheid en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud de Nelson Mandela a vu que effectivement, l'Afrique avait beaucoup à donner de manière, avait beaucoup de richesses et beaucoup de connaissances que la colonisation est venue tuer au fait. Dans les pratiques, dans les traditionnelles sud-africaines, on retrouvait l'existence des pratiques homosexuelles qui étaient acceptées. Et par contre, on a eu des Amazones là-bas, des guerrières qui défendaient le clan Zoulou. Et ces Amazones-là, c'était des femmes qui avaient des rapports sexuels avec d'autres femmes. C'est elles qui dirigeaient le clan. C'est elles qui imposaient le rythme à jouer au clan. Donc, elles avaient des rapports sexuels avec d'autres femmes. Donc, d'où c'était transporté en Occident. On parle d'aujourd'hui des Amazones, au fait. C'était des guerrières, au fait. Certaines avaient des relations sexuelles avec des sexes opposés, mais une grande majorité étaient des lesbiennes et c'était respecté. On les respectait telles qu'elles étaient, au fait, dans ces sociétés-là. Ce séminaire a pour but de... Est-ce qu'on peut mettre les objectifs du séminaire du PowerPoint, au fait? Merci, Mathieu. C'est vrai, je pensais que tu avais déjà sauté les objectifs, les voilà sur l'écran, hein. Oui, oui. En effet, vous avez vu, je vous ai préparé. Pourquoi est-ce qu'on dit que le savoir-faire africain peut aider la personne? Ça, il faut le retenir ici. Quand on connaît son histoire, on connaît qui on est, cela nous permet de nous épanouir. Parce que ce qui arrive, c'est que lorsqu'on arrive dans les sociétés d'accueil, si tu veux bien survivre à l'ère de la mondialisation, du capitalisme sauvage, il faut connaître son identité et son histoire. Et si tu ne connais pas ton identité et ton histoire, tu es perdu au fait. Donc, pour une personne LGBT aujourd'hui, c'est pour dire aux personnes LGBT qui se retrouvent au Canada aujourd'hui que il ne faut pas avoir peur. Vous n'êtes pas une honte. Vous n'êtes pas une honte. Vous n'êtes pas des personnes, des démons, comme beaucoup d'études africaines le soulignent aujourd'hui, beaucoup de sociétés africaines le soulignent aujourd'hui. Il faut comprendre même que vous avez vos liens en Afrique et que vos ancêtres vivaient avec des personnes, entre guillemets, gays, comme les gens les appellent aujourd'hui, et qui les acceptaient, vous étiez acceptés. Donc, il faut commencer par vous accepter vous-même. Et il faut commencer déjà à comprendre que vous n'êtes pas des tares, au fait. Ça, c'est le premier déclic, au fait. Parce que si on veut intégrer une société, il faut d'abord connaître son identité, qui on est. Parce que si on ne connaît pas qui on est, on ne peut pas être fier de soi-même, au fait. Il faut être fier de ce que euh, nos nos ancêtres ont accompli avant l'arrivée des missions civilisatrices en Afrique aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que j'ai pris la peine de tenir compte de ces études anthropologiques qui ont eu lieu, de ces études sociologiques et toutes ces études qui ont eu lieu. Des chercheurs ont mené des études et ont prouvé à la face du monde que exactement l'Afrique avait une grande civilisation très avancée et les minorités sexuelles ont toujours existé en Afrique. Et il faut enlever, il faut enlever, il faut enlever le voile
ce voile. Il faut enlever cette image, cette conception, cette représentation. Parce que je sais que beaucoup ont grandi dans des familles où on a passé les dire non, assois-toi comme un homme. Non, on ne veut pas de cela, cela est notre famille. Certains ont grandi avec, certains sont atteints, pas tout le monde, peut-être que certains seraient atteints du syndrome de Stockholm. Ça veut dire qu'à force de vous dire que vous êtes un démon, certains ont pris pied qui sont des démons, mais beaucoup ont fait l'effort de se retrouver ici, au Canada. Mais il est important aujourd'hui de reconnaître que vous êtes africains comme les autres. Vous n'êtes pas des parias, vous n'êtes pas des personnes qu'on doit dénigrer et que vous êtes des personnes importantes. Vous pouvez participer au développement de l'Afrique, au fait aussi. Parce que quand, si on s'arrête à votre histoire et aux recherches qui ont été menées, vous avez toujours existé en Afrique, que l'homosexualité n'est pas une maladie des Blancs. Donc, ça veut dire que se réconcilier d'abord avec son histoire, se réconcilier avec son identité. Et en plus de cela, le Canada, c'est un pays multiculturel. Qu'est-ce que le multiculturalisme? Le multiculturalisme veut dire que chacun vient avec son identité et sa culture de son pays. Et ensemble, nous venons construire le Canada de demain, le Canada d'aujourd'hui. Le Canada ne voudrait pas dire qu'on efface notre identité, non. Être Canadien voudrait dire que chacun a son identité, sa culture, et on vient participer au développement du Canada sans toutefois effacer notre identité. On reste dans notre authenticité. C'est ça le multiculturalisme, au fait. Et maintenant, comme premier objectif, j'ai pris important de prendre les éléments du savoir-faire africain pour les apporter maintenant dans notre vie au quotidien pour qu'on n'ait pas de problèmes, les problèmes de stress, de santé psychologique, pour qu'on se sente bien dans la société, dans la nouvelle société où nous sommes aujourd'hui. Par exemple, le premier élément, explorer le pouvoir motivateur de la cellule familiale. Pourquoi est-ce que je parle de la cellule familiale ici, là? On voit que dans les sociétés traditionnelles, ancestrales africaines, la famille, c'est un élément motivateur. Vous verrez que dans ces sociétés-là, lorsqu'un enfant a un problème, il y a toujours, on vit avec nos grands-parents dans une même maison. Donc, il y a des générations et des générations de personnes qui vivent dans une même maison, en fait. Ça veut dire que généralement, lorsque tu as un problème à l'école ou bien tu rencontres un problème dans la rue, quand tu rentres à la maison, tu vas trouver ton grand-père, ta tante ou bien des tontons dans la maison, tu vas lui expliquer le problème. À partir de son expérience de vie, il va t'indiquer comment faire au problème. Là, tu n'auras pas besoin de psychologue, tu n'auras pas besoin de vivre seul parce que dans ces sociétés-là, c'est des sociétés de partage. Et maintenant, donc, comment explorer, comment apporter donc cela ici au Canada dans nos quotidiens? Je sais que beaucoup de personnes sont arrivées en tant que réfugiés. Ils sont brisés de leur famille. Ils n'ont plus de contact avec leur famille. Ils n'ont pas de contact avec leur famille. Et généralement, ils se retrouvent dans un pays vaste comme le Canada, tout seul. Comment est-ce que donc, le pouvoir motivateur de la famille peut nous aider ici, là? Ça veut dire que les organismes tels que Franco QR doivent développer des personnes, je peux dire des pères qui vont servir de repères comme famille à ces personnes-là. Ça veut dire qu'il faut que je m'explique. Ça veut dire que je peux vous prendre, je prends par exemple le cas des étudiants internationaux. Lorsque j'étais en Allemagne, c'est beaucoup plus en Allemagne que j'ai beaucoup plus vu ça. Lorsque les étudiants internationaux arrivent d'un pays ou l'Allemagne, ils ont 6 mois à faire apprendre l'allemand. Et pendant ces 6 mois-là, une grande majorité, on va les réfugier dans les familles d'accueil. La famille d'accueil ici, c'est la famille qui t'apprend comment vivre, comment intégrer le pays, comment entrer dans la culture du pays, comprendre vraiment la culture, sans toutefois oublier ta culture. Non. Et ici, généralement, lorsque les gens arrivent comme réfugiés, on se retrouve avec des personnes qui ont les mêmes problématiques que nous, ou alors on se retrouve dans un appartement tout seul, ou bien alors on se trouve dans un truc à partager les lieux avec toutes ces personnes. Donc, il y a une crise de confiance qui naît. Donc, et pourtant, la personne a grandi avec des personnes, chaque fois qu'il avait des problèmes, aller se confier aux personnes. On ne retrouve plus cette chaleur humaine-là. Donc, comment est-ce que la famille, comment est-ce qu'on peut recréer cette famille? On peut recréer cette famille en que chaque organisme
qui est à Toronto, ou partout au Canada, ou bien en Ontario, ou bien partout au Canada, si on peut recréer pour ces personnes brisées, que les familles ont brisées, si on peut les mettre dans des familles ou alors les mettre, les donner des pères éducateurs que chaque fois que ces personnes auront besoin de parler, ils peuvent appeler. Que chaque fois que ces personnes ont besoin, par exemple, de remplir un CV, ils ont besoin d'appeler. Ces personnes seront chargées de les aider constamment. Et là, ça va, vous voyez le pouvoir motivateur de la cellule familiale. Comment cette personne peut recréer cette famille aussi. Ça permet à la personne de ne pas se sentir seule. Ça permet à la personne de ne pas briser l'isolement. Parce qu'il faut le dire ici qu'en Occident et en Occident ici, nous vivons beaucoup plus dans la jungle, au fait. Ça veut dire que les gens ont peur des gens. Les gens ne causent pas avec n'importe qui. Quand tu ne peux pas causer avec n'importe qui, tout le monde a peur. Tout le monde a peur de tout le monde. Et ça fait en sorte que pour une personne qui a grandi dans un environnement où les gens avaient un peu confiance en eux, la seule famille était là, ça fait en sorte que la personne se retrouve seule. Se retrouve seule. Et la personne se remet toujours en question. Se remet toujours en question. Et la personne devient de plus embrouillée dans un truc vaste. Tout va tellement très rapidement. Donc ici, on a besoin d'une personne qui va nous tenir la main. La personne qui va nous tenir la main, le père éducateur, que je pourrais appeler même à minuit, quand je fais un mauvais rêve, je l'appelle pour lui dire, j'ai fait un mauvais rêve, voici ce qui m'est arrivé. La personne là, c'est ce lien familial-là. Il faut, entre-temps, il faut préciser que si on met en place cela, quand on va mettre en place cela, il ne faudrait pas donner, il ne faudrait pas être, ne peut être père éducateur, la personne qui a un mauvais casier judiciaire, la personne qui a les mauvaises intentions. Il faudrait passer une formation. Je pourrais aussi aider à faire une formation pour ces pères éducateurs-là. Cela voudrait dire que si tu es, par exemple, une femme, tu es, par exemple, une personne trans, une personne LGBT qui vit à la ville de Toronto, et qu'on te dit, oui, comme tu veux participer, tu es bénévole à la communauté LGBT, on t'attribue une personne nouvellement arrivée. Et dans ton temps de bénévolat, tu pourras souvent répondre aux questions de cette personne-là et l'aider souvent à mieux s'intégrer. Ça fera en sorte que la personne sera au moins fixée. Ça ne sera pas comme parce que ce qui se passe, c'est que les personnes vont chercher, cette chaleur familiale-là, cette confiance-là dans les sites de rencontres tels que Tinder, tels que Grindr pour les gays, dans les sites de rencontres. Et dans les sites de rencontres, on sait que les gens sont là pour coucher pour un soir et partir. Et c'est souvent blessant que je n'ai pas de famille, je n'ai personne, mais quand quelqu'un, vous savez, en Afrique, lorsque quelqu'un te dit je t'aime, c'est parce que la personne veut faire un projet de vie avec toi. Alors qu'ici, c'est souvent, lorsque quelqu'un te dit je t'aime, c'est juste pour coucher avec toi à l'instant là et te laisser encore là. Et tu te rends compte que tu as peur que on a sali ta dignité, tu te retrouves là seul dans ta chambre ou bien dans un, personne ne te comprend en fait. Tu te dis qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu sens, et aussi des gens qui approchent des gens, ils disent par exemple parce que tu es noir, quelqu'un te dit, t'approche avec des stéréotypes, et après, subitement, la personne te bloque de partout, ou bien la personne t'accuse de harcèlement. Tu arrives dans une société, tu ne connais pas tout cela en fait. Il y a toutes ces agressions-là qui font en sorte que la personne s'isole. Et par contre, lorsque tu as un père éducateur, lorsque tu as un guide qui te tient la main, lorsque tu as une personne ressource que tu peux appeler à tout moment, au moins, elle te dit, lorsque tu te confies à cette personne, elle te dira, oui, en ce moment, oui, en ce moment, fais comme ça se passe comme ça se passe comme ça. Parce que cet exercice semble banal, cet outil semble banal, mais c'est vraiment important pour l'intégration des personnes, au fait. Vous savez, j'ai travaillé dans des réfugiés à Berlin, dans des centres de réfugiés à Berlin et aussi en Belgique. Lorsque je faisais mon master degree, j'ai remarqué que généralement, les personnes réfugiées, lorsqu'elles arrivent, elles n'ont personne en dehors des personnes du centre qui restent au niveau de la bureaucratie. Et en dehors de ça, elles veulent chercher des amis. Et généralement, les gens qui sont déjà dans la société, même les Noirs, même les Africains qui sont déjà intégrés à la société, sont méprisants vis-à-vis d'eux. Parce qu'il faut le dire, les Noirs sont xénophobes et homophobes vis-à-vis des autres Noirs homosexuels. Il y a aussi des Blancs racistes vis-à-vis de ces Noirs-là. Et ça fait en sorte que la personne se retrouve seule. Et son seul rempart, c'est quoi?
c'est les réseaux sociaux, c'est les sites Internet, au fait. Et pourtant, s'ils avaient une personne de confiance qui pourrait leur dire que non, tu es une bonne personne, parce qu'il faut apprendre à toutes ces personnes-là qu'elles sont des étoiles, elles sont nées pour briller, elles ont des choses à prouver et à apporter à la société. Ça veut dire qu'elles ont du potentiel, elles sont des bonnes personnes, ils ont juste besoin d'une personne qui les tienne la main ou bien qui les fasse appel chaque soir et les dire que, en effet, voici ce que j'ai eu, voici ce que j'ai eu de la journée, ces personnes vont les conseiller. Maintenant, le deuxième, pour arriver au deuxième, expliquer comment la culture africaine peut permettre de mieux s'intégrer dans la société d'accueil. Comment est-ce que la culture africaine peut aider à mieux s'intégrer dans la société d'accueil? Comme je le disais tantôt en haut, avec la culture africaine, on apprend à parler aux gens. Nous sortons d'une culture orale. Ça veut dire en Afrique, on parle. Ce n'est pas le discours écrit. Ce n'est pas l'isolement. Ce n'est pas le silence, non. Les Africains sont habitués à parler. Donc, ça veut dire que il faut apprendre aux gens que de dire aux gens de se taire et d'écrire. Il faut aussi laisser les gens parler, au fait, aussi. Parce que lorsque les gens vont parler, comme ils ont l'habitude de parler chez eux, cela va leur permettre de briser l'isolement. Et un accord, par exemple, avec certains organismes, on peut mettre des échanges, mais je sais que, par exemple, certains jeux que les organismes mettent sur pied, par exemple, les speed dating, pas que c'est mauvais, les... c'est un jeu calqué à l'Occident, ça met certaines personnes mal à l'aise, au fait. J'ai dit, ici, je propose que si on peut aller rechercher, si on peut aller rechercher les, les jeux, les activités que ces personnes faisaient dans leur pays d'origine et essayer de les intégrer dans, dans la culture d'accueil. Comme par exemple, pour ceux qui viennent d'Afrique, ils aimaient souvent jouer au foot. Peut-être on peut mettre un club de foot, de soccer, un club de soccer. Ça permet aux gens de s'échanger. Peut-être que les gens aimeraient s'habiller, pour des personnes trans, ils aimeraient faire du shopping, s'habiller en femme, parce qu'en Afrique, beaucoup de gens font du shopping, ou bien de lèche-vitrine, les activités, ils sont habitués à faire ces activités-là. Vous ne pouvez pas dire à une personne qui aime se balader toute la journée dans le supermarché, se balader, c'est comme ça passe en Afrique. Du jour au lendemain, on se met à faire du speed dating ou bien à jouer au Scrabble. Ça sera ennuyeux pour la personne là. Ça sera ennuyeux pour la personne là. Si la personne veut même apprendre les cours de cuisine africaine, pourquoi? Il faut explorer ce côté-là, aider la personne à préparer les mets de son pays. Tout se court sur Internet maintenant. Organiser les activités en fonction de la culture de la personne. Ramener l'Afrique au Canada. Ramener son Afrique au Canada. C'est ça aussi l'intégration. C'est ça aussi le Canada. Parce que lorsqu'on impose les idées, les jeux, pas que ces jeux sont mauvais, il faut bien connaître le pays d'accueil. Mais en même temps, si on veut d'abord s'intégrer, il faut d'abord s'assurer que je recouvre un peu de moi dans les jeux que je vais faire tous les jours, au fait. Et s'assurer aussi que, est-ce que, est-ce qu'on peut parler, par exemple, cours de langue, on peut dire, on peut parler en Wolof. Je parle un peu de Wolof, je peux dire Nangadef. Je peux aussi dire, Mbembekiri, comme on dit à Newondo. Comment on dit en Bassa Meyega. Il y a plusieurs langues en Afrique. Apprendre aux gens à parler les langues africaines pendant des activités, les langues d'origine. S'il y a deux personnes, trois personnes qui connaissent leur langue d'origine, qui essaient de bavarder leur langue d'origine, ça fait du bien de trouver quelqu'un qui parle la même langue maternelle africaine que toi et de causer avec cette personne. Ça fait du bien. OK. Et maintenant, la dernière partie, apprendre comment décoloniser sa pensée des idées préconçues de l'Afrique ainsi que son rapport aux minorités sexuelles. Justement, il faut déconstruire parce que beaucoup de personnes sont encore LGBT, ils vivent ici au Canada, mais ils ont encore beaucoup de concepts au fait. Ils ne savent pas, par exemple, ils ont encore beaucoup de concepts qu'on nous a appris que les homosexuels portaient des couches. Arrêtez, les homosexuels ne portent pas des couches. Que les homosexuels sont des démons,
ce sont des gens qui font ceci. Il faut décoloniser la pensée. Parce qu'à un moment donné, à force de diaboliser les personnes homosexuelles en Afrique, tout ce qui était tard, on dit les homosexuels sont des personnes qui aiment aller dans les sectes, la rose ou quoi. Les homosexuels sont des personnes pervers. Les homosexuels sont des personnes, des sorciers. Ça, c'est la colonisation qui nous a stigmatisés comme ça, là. Lorsque la colonisation est arrivée en Afrique, lorsqu'on a porté la Bible et le Coran en Afrique, parce que la Bible et le Coran ne sont pas africaines, c'est la colonisation qui a apporté ça. Et pour stigmatiser ces personnes homosexuelles, on a commencé à les traiter des démons. On a dans la Bible Deutéronome, un homme ne couchera pas avec un autre homme. On a par exemple les gens qui nous disent que non, ce sont des personnes à abattre, des personnes qu'on doit tuer et des personnes qu'on doit persécuter. Donc, il faut quitter ces concepts-là. Il faut décoloniser les esprits, au fait. Décoloniser d'abord votre esprit. Il faut... les gens qui ont dit toutes les personnes homosexuelles ont le sida. Toutes les personnes homosexuelles sont pas atteintes du VIH-sida. Toutes les personnes homosexuelles sont des personnes normales. Ça, c'est un dia pour nous. C'est un exercice qu'on doit faire nous-mêmes déjà. Enlever ces stéréotypes sur les... Je sais qu'on nous a fouettés, on nous a bastonnés pour qu'on intègre cela, que nous sommes des démons. Il est temps aujourd'hui qu'on apprenne à comprendre que nous ne sommes pas des démons. Nous sommes des êtres humains à part entière. On est appelés à bâtir ce Canada de demain. Nous sommes des bonnes personnes. Et apprendre aux États-Unis, on dit, nous sommes des étoiles. Apprendre à dire, nous sommes des étoiles, au fait aussi. Donc, et ça, c'est la première partie de cette sous-partie-là. Et la deuxième partie, au fait aussi, c'est apprendre à décoloniser la pensée. Ça veut dire que nous qui vivons ici en Occident, ce n'est pas parce que le premier venu va te draguer que tu vas tomber là-dessus. Non. Il faut apprendre à dire aux gens que une personne gay noire n'est pas seulement, excusez-moi de l'expression, n'a pas seulement un long pénis, ou bien une lesbienne n'est pas une tigresse au lit, ou bien alors on est des sex-objets. Il faut décoloniser ces concepts-là. Ces micro-agressions qu'on rencontre sur les sites de rencontres, il faut décoloniser cela. Il faut apprendre à s'aimer soi-même. Il ne faut pas, lorsque vous êtes en relation de couple, il ne faut pas plaire à ton... Il faut s'aimer soi-même. La personne doit t'aimer tel que tu es. C'est parce que les gens ont beaucoup de stéréotypes coloniaux vis-à-vis des Noirs. Et non, nous ne sommes pas seulement des Noirs, nous sommes des êtres humains. Nous sommes égaux à part entière. C'est parce qu'on est dans une relation qu'on doit se laisser dominer. Non, on a le droit aussi à la parole. On a le droit de dire ce qu'on pense. On a le droit de dire, on a aussi le droit à l'autonomie, au fait, dans ces relations de couple. Pour aujourd'hui, je pense, pour la première capsule d'aujourd'hui, je pense que je vais m'arrêter là. Après, on va ouvrir la discussion maintenant. Je pense que Nicolas va expliquer comment va se dérouler la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent Francis, pour avoir partagé toutes ces recherches et ces ressources et puis pour avoir approfondi les discussions. Donc, effectivement, il nous reste quelques minutes pour une séance de questions-réponses. Donc, si les participantes ici, vous avez des questions que vous aimeriez poser à Laurent Francis directement, c'est le moment de le faire. Vous pouvez poser la question soit en levant la main, en utilisant les réactions qu'il y a en bas, ou alors en postant directement dans le chat et puis je pourrais lire les questions. Et je vois que quelqu'un a levé la main. Oui, Liane Émilie. Bonjour Laurent, Bonjour. je m'appelle Liane Émilie, mes pronoms sont elle et la et je viens de la Côte d'Ivoire. Oui, Merci pour la présentation. J'ai merci. trouvé, j'ai trouvé ça intéressant, Mhm, surtout la partie où vous expliquiez la présence de relations homosexuelles bien avant l'arrivée des colons. mhm. Moi, je voudrais savoir comment les chercheurs ont fait pour récolter les données étant donné que beaucoup de ces faits ont été emportés avec la colonisation et que la plupart des faits historiques se transmettaient à l'oral. Hmm. Wow. Question vraiment importante.
c'est une question de recherche, au fait, aussi, parce que on a toujours posé la question, comment est-ce que les gens ont réussi à conserver les données? Il faut déjà dire de un que les données, l'écriture existait avant. La tradition était orale, mais vous savez, lorsque les colons allaient en Afrique, ou bien les chercheurs d'or et les chercheurs d'esclaves, là, on envoyait d'abord les anthropologues et les historiens. Les anthropologues, les historiens et les sociologues pour étudier le terrain. C'est eux qu'on envoyait d'abord, puisque la sociologie, c'est l'étude des sociétés, l'anthropologie, l'ethnographie, les comportements d'une société donnée. Et lorsque ces personnes arrivaient, ils mettaient du temps, ils regardaient comment ces personnes étaient en train de vivre, au fait. Ils apprenaient même leur langue, au fait. C'est pour cela que, je ne sais pas, de ma génération, par exemple au Cameroun, on avait des prêtres allemands qui parlaient, parce que le Cameroun était colonisé par l'Allemagne, on avait des prêtres allemands qui parlaient Betsi et Wondo. Et pourtant, ils n'ont jamais fait des cours de Wondo. Ils parlaient. Et aussi, par exemple, en Allemagne, à la bibliothèque de Berlin, j'ai vu que beaucoup d'anthropologues européens ont appris les langues africaines. Parce moi, je ne parle pas de dialecte parce que le dialecte, c'est une langue parlée par des sous-hommes. Je parle ici de langue africaine pour donner, ça veut dire que notre langue a la même importance que la langue française, la langue anglaise. Donc, ça veut dire que moi, je parle de langue africaine. C'est pour ça que quand je parle Betty, ma quoi Betty. Que je dis ma quoi Betty, ma quoi langue, on quoi via Dzawama. Donc, ça veut dire que lorsque ces personnes arrivaient, ils faisaient des rapports à leur pays d'origine. On a trouvé des personnes, vous verrez par exemple avec le roi belge Léopold, lorsqu'il a envoyé les missionnaires, la fameuse lettre du roi Léopold. Lorsque ces personnes arrivaient, ils disaient, on a trouvé ces peuples-là, ils étaient organisés, ils faisaient ceci, ils parlent quelle langue, ils faisaient telle pratique, ils faisaient tel ceci, et tous ces rapports-là étaient renvoyés souvent à la métropole. Et maintenant, donc, ils venaient en éclairant sur un terrain. Donc, ça veut dire qu'on connaissait déjà tout ce qui se passe sur le terrain, en fait. Ils connaissaient déjà tout ce qui se passe sur le terrain. Et maintenant, donc, on envoyait donc les acheteurs d'esclaves là. Une fois que ces sociologues-là revenaient, donc, ils venaient expliquer qu'on allait sur le terrain là-bas et partaient préparer le terrain. On est arrivé là-bas, c'est comme ça que ces gens fonctionnent, comme ça, comme ça, comme ça. Et maintenant, après donc la colonisation, ils disaient par exemple que, pour dire que par exemple, dans telle partie du Congo, on a trouvé de l'or. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il paraît que c'est une terre probable, propice pour le cacao, parce qu'ils ont étudié la température de ces terres-là, en fait. Tel endroit est comme ça et comme ça. Tous ces rapports, ils amenaient ça, en fait. Et dans ces rapports-là, ils montraient aussi que on a aussi trouvé des phénomènes étranges. On a vu des hommes qui couchaient avec d'autres hommes dans les cérémonies, des femmes qui couchaient avec d'autres femmes, des hommes qui avaient des aspects féminins, en fait. Parce que eux, en ce moment-là, ils condamnaient ça ici, là. Ils appelaient ça la pédérastie. Et ils condamnaient ça en Occident, la pédérastie. Tu sais que l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale jusqu'en 1970. C'est lorsque l'homosexualité est sortie du DSM-5, lorsque l'Organisation mondiale de la santé a sorti l'homosexualité du DSM-5, on a vu donc, on a dit que l'homosexualité n'était pas une maladie mentale, mais on appelait des personnes qui avaient des maladies mentales et qui étaient des pédérastes, au fait. Jusqu'en 1970, donc ils étaient condamnés. Et pourtant, lorsqu'ils sont donc arrivés en Afrique, ils ont commencé donc à stigmatiser ces pratiques-là. En disant qu'ils ont retrouvé ces pratiques-là, ils disent que non. Et la Bible, dans la Bible catholique, là, même le Coran, là, tu verras dans le Lévitique, un homme ne couchera pas avec un autre homme. Ils ont commencé donc, ils ont vu que dans ces royaumes-là, comme ils avaient reçu des rapports, parce qu'ils ont importé les lois victoriennes pour ceux qui venaient, parce que le Cameroun a été mis sous tutelle de l'Angleterre et de la France, et le code de Napoléon, qui vient de Napoléon. Tu vas voir qu'en Afrique aujourd'hui, beaucoup appliquent encore le code de Napoléon pour les pays francophones et les lois victoriennes pour le côté anglophone. Et c'est maintenant donc, avec ces lois-là, qu'on applique
Et maintenant, dans ces lois-là, on cherche à stigmatiser qui? Les mauvaises pratiques, tous ceux qui ne parlaient pas, tous ceux qui ne parlaient pas le français ou l'anglais, tous ceux qui ne pratiquaient pas ce que la Bible dit et tous ces codes-là disaient en fait. Et le code, par exemple, l'article 347 bis du Code pénal camerounais condamne les pratiques homosexuelles. Ça vient du Code Napoléon. Et dans la Bill of Rights, du côté anglais, ça condamne ces pratiques-là. Et tout cela, ce sont des inspirations judéo-chrétiennes. Parce qu'il faut montrer que la chrétienité est née en Occident. C'est eux qui ont rapporté ça là-bas. Et pourtant, ils ont refusé, par exemple, le vaudou. Dans la pratique du vaudou, vous verrez que, par exemple, il y a une forme d'acceptation de l'homosexualité. Et pourtant, ils ont dit que le vaudou, c'était pour des sauvages. Toutes ces pratiques qu'on faisait, tout ce qu'on faisait de bien, par exemple, accepter les personnes homosexuelles, c'était ces rites-là, c'était des sauvages, en fait. Ils ont dit que c'est des sauvages. Donc, il fallait les aliéner. C'est pour cela que tu verras dans le livre de Christiane Taubira sur l'abolition de l'esclavage, on parle de 400 siècles d'aliénation. Frantz Fanon en a parlé aussi de peau noire, masque noir. Comment est-ce que l'aliénation du noir, au fait, l'aliénation du noir, Aimé Césaire en a parlé, Damas en a parlé, au fait. Beaucoup d'auteurs, eux, aujourd'hui, en parlent, au fait, du crime contre l'humanité, de ce qu'a causé l'esclavage, de ce qu'a causé la colonisation. Et on demande aujourd'hui, ce qu'on demande aux Nations Unies aujourd'hui, c'est les réparations. Donc, j'espère que j'ai répondu parfaitement à votre question. Mais si vous avez encore des questions, il y a mon lien, il y a mon numéro de téléphone et mon mail. Vous pouvez m'écrire à tout moment si vous avez des questions encore. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, largement. Merci beaucoup. Merci. Merci bien, Émilie, pour ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez donc les poster directement sur le côté dans le chat si vous voulez. Je pourrais les lire. Ou alors, vous pouvez lever la main. Je vois que Laurentine a levé la main. Allez-y. Vous êtes sur mute, par contre. Allô, est-ce que tu m'entends? Oui, on vous entend. OK. Bonsoir à tous. Et je voulais remercier Laurent Francis pour ce bel exposé hein, qui nous ramène à notre Afrique profonde et surtout qui nous donne beaucoup d'espoir, que nous ne sommes pas du reste du monde et que, oui, l'Afrique a une histoire et une très belle histoire. Alors, merci à toi, Laurent Francis, pour cet exposé. J'avais juste une question sur le rôle des personnes homosexuelles dans la religion. Parce que tantôt, tu nous as expliqué le rôle du Zom-Loi, parce que je viens du Cameroun comme toi, du Zom-Loi, et le rôle aussi d'une Nzamna, c'est-à-dire le danseur. Le danseur du roi. Le danseur du roi. Mais je voulais savoir, est-ce que ce n'est pas parce qu'il était aussi puissant que les colons ou alors les esclavagistes en arrivant se sont dit, si on veut affaiblir cette tribu, peut-être qu'en diabolisant celui qui a le pouvoir religieux, ce serait plus facile pour nous de les convertir à notre religion. Donc, j'aimerais que tu développes un peu plus sur ce rôle religieux du Zom-Loi et du Nzamna. Merci beaucoup. OK. Tout d'abord, merci beaucoup, Laurentine, pour votre brillante question. Et justement, c'est une question de recherche, au fait aussi. C'est une question de recherche et beaucoup de personnes ont étudié, beaucoup, tels que le sociologue Globogo et Aonon, des sociologues camerounais, et aussi Séverin Cécile Abega, dans son ouvrage Initiation à la sexualité, ils ont étudié exactement pour démontrer qu'en effet, lorsque le colon arrive, par exemple, parce qu'ici on parle de la société Écan, les peuples de la forêt, donc lorsque le colon arrive, il constate que dans ces royaumes des peuples de la forêt,
la personne qui transmet la connaissance, le savoir au sein de la société, la personne qui est un lien entre les dieux et le peuple, qui transmet des songes, qui danse, qui est puissant, c'était cette personne, entre guillemets, dite homosexuelle. On l'appelait personne aux esprits. Et donc, c'était la première personne à abattre dans ces royaumes, au fait. Il fallait écrire des choses pour le diaboliser et pour affaiblir, au fait, parce que c'est lui qui disait que, par exemple, cette année, il était capable de dire, si on n'a pas eu de récolte cette année, ça veut dire qu'il y a quelqu'un peut-être qui fait de mauvaises choses. Lorsqu'il dansait, il entrait en transe, il tombait, il revenait sur lui. Il était à même de dire que si on n'a pas eu de récolte cette année, il y a telle personne qui fait ceci, que cette personne arrête. Et s'il n'y a pas eu de pluie depuis peut-être un mois, il dit, dans 1 heure, il y aura de la pluie. Et il pleuvait aussi automatiquement. Donc, quand ils ont vu lorsque les anthropologues, les historiens allemands et américains, anglo-saxons, ont vu la puissance de cette personne-là, et le rôle qu'il jouait dans le clan, ils ont dit que, comme ils venaient avec d'autres conceptions pour aligner ces personnes-là, il fallait automatiquement détruire ces personnes, en fait. Et c'est le début de ce qu'on appelait l'homophobie coloniale, l'homophobie institutionnalisée. C'est jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, dans nos sociétés africaines, il n'existe plus aucune trace de ces personnes, au fait. C'est pour cela qu'on a lavé les gens de manière, le cerveau des personnes, jusqu'à ce qu'aucune trace de ces personnes n'existe, parce que c'est des personnes à abattre. Il fallait effacer toute preuve de leur existence et de leur pratique, au fait. Merci encore pour la question.